L'attitude générale d'un Taïwanais envers un étranger peut être conditionnée par des valeurs, des opinions, des expériences personnelles, par ce qu'il sait sur le pays en question ou par les événements passés entre Taïwan et ce pays. Tout cela pose la question de la vision du monde du Taïwanais moyen et des origines de celle-ci. Remontons ensemble le fil de cette histoire pour en trouver des échos jusqu'à aujourd'hui. Comme nous l'avons vu dans une vidéo précédente, les premiers contacts connus entre Taïwan et son environnement régional remontent à plusieurs milliers d'années. Selon la théorie dominante, les ancêtres des peuples austronésiens actuels seraient sortis de Taïwan pour s'étendre progressivement à l'Océanie et à certains espaces de l'océan Indien. Malheureusement, le manque de sources empêche de savoir si les contacts ont continué par la suite. Le deuxième contact régional majeur est advenu avec l'installation des Hakka et des Minnan depuis la Chine au cours du XVIe siècle. Jusqu'au début du XVIIe siècle, il s'agissait essentiellement d'exploitation des eaux taïwanaises pour la pêche, d'échanges commerciaux semi-officiels entre la Chine et le Japon, ou de commerce de peaux de cerf entre les Japonais et les Austronésiens. Puis, en 1624, les Hollandais sont arrivés, et les Espagnols se sont installés 2 ans plus tard. Les récits classiques prennent souvent la date de 1624 comme point de départ de l'histoire taïwanaise. Selon une exposition récente, cela reflèterait même l'ouverture de Taïwan sur le monde et l'existence d'un certain cosmopolitisme du pays dès ses origines. Les implications de politique contemporaine sont assez claires. Mais peut-on vraiment prendre 1624 comme point de départ des relations de Taïwan avec le monde ? En fait, c'est assez improbable. En tout cas, il faut se mettre d'accord par ce qu'on entend par le monde. Pour commencer, l'objectif initial des Hollandais n'a jamais été Taïwan en elle-même, mais plutôt le commerce entre la Chine et le Japon. Après des tentatives à Pongrou, les Hollandais ont été forcés d'installer une colonie commerciale près de l'actuel Tainan. Taïwan est donc entré dans l'orbite coloniale européenne, plus par accident que par réel souhait des Hollandais. Et à cette époque, les peaux de cerf constituaient le principal produit en provenance de Taïwan. Mais elles étaient surtout destinées au marché chinois et japonais. On est donc loin du cosmopolitisme. En fait, le seul élément qui pourrait répondre à ce critère est le sucre de canne. Car pendant la période hollandaise, celui-ci était massivement exporté vers la Chine et vers les Pays-Bas. Mais il ne faut pas forcément y voir un lien direct entre Taïwan et les Pays-Bas. Plutôt un lien régional Taïwan-Batavia, lui-même connecté au réseau mondial entre Batavia et Amsterdam. Donc si des biens et des personnes provenant de Taïwan ont pu atterrir en Europe, le monde taïwanais de cette époque était sûrement essentiellement formé d'un espace régional entre Taïwan, Nagasaki, le Fujian et Batavia. Dans le même temps, il ne faut pas oublier que la colonie hollandaise était plutôt petite et que la majorité de sa population était constituée des colons Hakka et Minnan, les employés de la compagnie hollandaise des Indes orientales étant probablement entre plusieurs centaines et quelques milliers, et pas tous des Européens. Par ailleurs, les relations entre le pouvoir hollandais et les populations locales ne furent pas toujours faciles. Par exemple, à la fin des années 1620, le village de Sinkan a essayé de jouer la carte des Japonais pour éviter la domination hollandaise. Et la subjugation du royaume de Midag au centre de Taïwan ne s'est pas faite que par voie diplomatique. Du côté des migrants en provenance de Chine, la fragilité de la position hollandaise se voit à travers la révolte de Go Huai en 1652, mais aussi à l'aide des migrants lors du débarquement du pirate et seigneur de guerre sino-japonais Koxinga en 1661. Donc si la société taïwanaise du début du XVIIe siècle était composée de plusieurs populations différentes qui se sont entremêlées, il ne faut pas forcément y voir un grand melting pot joyeux, plutôt une hégémonie hollandaise instable sur des populations locales, acceptant plus ou moins bien cette domination. Après l'invasion de Koxinga et l'établissement du royaume de Dongning en 1662, les échanges entre Taïwan et son environnement régional ont continué. Par exemple, au cours des années 1660, Dongning a envoyé plusieurs missions au Japon pour passer commande de pièces de monnaie, d'armes et d'armures. Dans le même temps, l'archéologie a mis au jour de la céramique japonaise à Taïwan pour cette époque. Mais le commerce n'était pas limité au Japon, puisqu'on retrouve des traces d'échanges de textiles entre Taïwan et les Philippines au cours des années 1770. Et en 1672, la Compagnie britannique des Indes orientales et le royaume de Dongning ont même conclu un traité commercial. Mais tout ce commerce s'est éteint progressivement avec l'intégration de Taïwan au sein de l'empire Qing en 1683.
Nous avons vu dans une précédente vidéo que le pouvoir Qing a un peu hésité avant d'intégrer Taïwan à l'Empire et que son administration fut assez distante. L'objectif principal du pouvoir impérial Qing était bien de contrôler Taïwan pour qu'elle ne serve pas de base à des aventures occidentales, et ce, avec le moins de ressources possible. Ce n'est d'ailleurs qu'en 1887 que Taïwan acquiert le statut de province à part entière. Auparavant, c'était simplement une préfecture de la province du Fujian. Donc si les liens politiques ont parfois été assez faibles, les liens culturels sont restés importants malgré tout. En plus des traditions et des valeurs transmises par le confucianisme, le taoïsme ou le bouddhisme, un autre phénomène montre l'importance des origines chinoises des ancêtres, les Xiedo. De manière générale, les Xiedo étaient des moments de violence entre villages, le tout avec un arrière-plan ethnique. Par exemple, en 1782, un Xiedo a opposé des villages de descendants de Zhangzhou à ceux de Quanzhou, et ce suite à une bagarre après un jeu. Dans le même temps, les liens démographiques ont perduré, avec l'arrivée de plusieurs milliers de nouveaux migrants tout au long de la période. Le dicton « Il y a des grands-pères de Tangshan, pas de grand-mères de Tangshan » exprime bien l'existence de ce lien entre les migrants Minnan et Hakka et la terre de leurs ancêtres. Malgré tout, la fin de l'époque Qing à Taïwan est aussi caractérisée par une progressive ouverture sur le monde, notamment occidental. Suite à la deuxième guerre de l'opium, le traité de Tianjin de 1858 a autorisé les navires occidentaux à faire du commerce à Taïwan. C'était l'époque de l'ouverture d'un consulat britannique à Kaohsiung ou d'entrepreneurs comme John Dodd à Taipei. Économiquement, les marchands occidentaux étaient surtout présents dans les secteurs du thé, du camphre et du sucre de canne, parfois pour du commerce international, mais le plus souvent pour de l'export vers les marchés régionaux. Culturellement, la présence occidentale se faisait surtout sentir par la présence des missionnaires anglo-saxons, tels que James Maxwell ou George Mackay, ce qui aboutira à la fondation de l'église presbytérienne de Taïwan en 1865. Dans le même temps, l'époque a vu une recrudescence des savoirs sur Taïwan en langue occidentale, notamment à travers les écrits de William Pickering, Robert Swinow, Camille Imbeau-Huard ou les photographies de John Thomson. Cela n'est pas allé sans des ingérences politiques occidentales, comme lors de l'incident du Rover en 1867 ou de la guerre franco-chinoise en 1884-1885. Les Japonais en pleine période Meiji n'étaient pas non plus très loin derrière, comme en témoigne l'incident de Mudan en 1874. Quelques décennies après cette ouverture forcée, le rapport de Taïwan au monde est marqué par un autre tournant majeur, la période coloniale japonaise. Après la cession de Taïwan par l'empire Qing lors du traité de Shimonoseki en 1895, les troupes japonaises ont commencé à occuper l'île. Les premières années ont été pour le moins difficiles en raison d'actions de résistance par des groupes irréguliers. Mais dès cette époque, le pouvoir japonais a commencé à poser les fondations de sa colonie modèle. Économiquement, c'est passé par une marginalisation progressive des marchands occidentaux et un recentrement de l'économie taïwanaise vers le Japon. Cette réduction de l'espace s'est aussi matérialisée par l'interdiction pour les journaux taïwanais de parler de politique étrangère. Mais cela ne revient pas à insinuer une isolation complète de Taïwan vis-à-vis du monde. D'un côté, en plus des Taïwanais partis étudier ou vivre au Japon, d'autres ont séjourné en Chine à la même époque. Et certains Taïwanais ont également étudié aux États-Unis durant cette période. De manière générale, même si la période japonaise a été un moment de transformation majeure pour Taïwan, c'était d'abord et avant tout une société coloniale. Et comme toute société coloniale, Taïwan était caractérisée par une inégalité structurelle entre colonisateurs et colonisés. De fait, les colons japonais concentraient tous les pouvoirs et les postes administratifs. Et le pouvoir colonial n'hésitait pas à recourir à la force pour maintenir l'ordre, comme en témoignent les répressions des révoltes de Tapani en 1915 ou de Wushe en 1930. Idem, tous les efforts locaux d'expression politique nés durant les années 1920 ont été aussi progressivement contraints au silence. Et les dernières années de la colonisation ont vu la mise en place d'une japonisation à marche forcée à travers le mouvement d'impérialisation. Sans oublier l'enrôlement de soldats taïwanais ainsi que l'utilisation d'esclaves sexuels taïwanaises durant la Deuxième Guerre mondiale. Dès lors, au moment de la défaite du Japon en 1945, un certain nombre de Taïwanais ne voyaient pas l'arrivée de la République de Chine d'un très mauvais œil. Ils ont très vite déchanté. Le sentiment de l'époque peut se résumer par ce dicton « Les chiens partent et les porcs arrivent ».
La brutalité des premières années du KMT, illustrée par le traumatisme causé par les événements du 28 février 1947, a rendu possible une reconsidération de l'époque coloniale japonaise dans une partie de la société. Les besoins de l'anticommunisme, le miracle économique et le soft power culturel ont progressivement redoré le blason japonais. Même s'il y eut des hauts et des bas, on est passé en quelques décennies de l'ancien colonisateur au pays préféré des Taïwanais. D'un autre côté, la période coloniale japonaise fut aussi le moment d'une évolution des relations entre la Chine et Taïwan. D'un côté, la révolution chinoise de 1911 a eu une certaine influence à Taïwan, notamment avec la création d'une section locale du KMT et l'incident de Miaoli en 1913. Et durant la Deuxième Guerre mondiale, des petits groupes comme l'Alliance taïwanaise pour la Révolution ou la section taïwanaise du KMT militaient clairement pour l'intégration de Taïwan à la Chine. Dans le même temps, la conscience d'une séparation entre Taïwan et la Chine a commencé à se faire sentir. D'un côté, au cours des années 1930, le leader du parti communiste chinois Mao Zedong semble avoir vu Taïwan comme une question extérieure à la Chine. Et d'un autre côté, le protagoniste du roman L'orphelin de l'Asie montre la suspicion des Chinois envers les Taïwanais en pleine guerre du Pacifique. Après 1945, un nouvel acteur est également entré sur la scène taïwanaise, les États-Unis. Si la politique américaine vis-à-vis de la République de Chine et de Taïwan a fortement fluctué à la fin des années 1940, la victoire des communistes en Chine et surtout le début de la guerre de Corée en 1950 ont convaincu les Américains de défendre l'île contre toute invasion et d'investir massivement dans l'économie locale. C'était l'époque du JCRR, de l'USTDC, de l'envoi plus massif d'étudiants taïwanais dans les universités occidentales, du mouvement indépendantiste établi aux États-Unis et au Japon, de Taïwan comme base arrière de la guerre au Vietnam et d'une certaine influence plus générale du soft power américain. Mais cette époque de coopération officielle proche est arrivée brutalement à son terme durant les années 1970. Si la France avait déjà ouvert le bal en 1964, c'est véritablement le retrait de la République de Chine de l'ONU, suivi de son expulsion en octobre 1971, qui a marqué un tournant important. Au cours des années suivantes, les ruptures des relations diplomatiques se sont multipliées. Les soft power américains et japonais sont restés, mais les relations diplomatiques sont passées dans des cadres semi-officiels, comme des bureaux de représentation ou des bureaux de coopération économique et culturelle. D'orpheline de l'Asie, Taïwan est devenue l'orpheline du monde. Le moment crucial de ce phénomène fut atteint par la rupture des relations taïwano-américaines fin 1978. Si une certaine inquiétude se faisait sentir depuis 1971, l'annonce américaine a complètement enragé l'opinion taïwanaise. Cela a vraiment été vécu comme une trahison. Depuis cette époque, chaque annonce d'une rupture des relations diplomatiques est vécue à Taïwan comme un affront national. Même si la situation s'améliore progressivement ces dernières années, cela a encore des conséquences pour la vie concrète des Taïwanais à l'étranger, que ce soit pour la réservation de billets d'avion ou lors d'un contrôle d'identité. Et il ne faut pas non plus négliger un certain impact sur la psyché de certains Taïwanais. N'importe quel touriste faisant l'éloge de la vie taïwanaise sera vite apprécié par certains locaux et entendra des phrases comme « Merci d'aimer Taïwan ». Idem, n'importe quelle performance sportive ou n'importe quelle bonne position dans un classement international sera célébrée comme un moment de grande fierté nationale. Et des événements assez secondaires recevront une grande attention médiatique et politique. Ce phénomène est parfaitement exemplifié par la victoire de Nin Fia Wind et par l'histoire du roman Taiwan Travelogue de Yang Shuangzi. D'un côté, la drag queen Nin Fia Wind était une inconnue pour le grand public, jusqu'au moment de sa victoire lors d'un concours télévisé américain en 2024. En quelques jours, elle est devenue la coqueluche du public et des médias. Cela a culminé avec l'invitation de la présidente Tsai Ing-wen pour un spectacle au palais présidentiel. Pour ce qui est de Taiwan Travelogue, sa parution originale fut plutôt confinée au cercle des passionnés de littérature. Mais lorsque sa traduction anglophone a reçu le Booker Prize en mai dernier, les médias, les politiques et les réseaux sociaux se sont emparés de cette histoire pour en faire l'étendard d'une présence de Taïwan sur la scène culturelle internationale. In fine, tout cela peut paraître un peu fou ou un peu stupide, mais dans le fond, c'est complètement lié à la situation géopolitique du pays. La menace chinoise rend le besoin de validation extérieure sur l'existence de Taïwan encore plus pressant. On pourrait résumer cela en disant que les Taïwanais ont faim du monde, enfin plutôt d'un certain monde. C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode de Chronique taïwanaise. Si tu as appris des choses sur Taïwan, n'hésite pas à aimer la vidéo, la partager avec tes amis et t'abonner à la chaîne
Écho de Taïwan. Comme d'habitude, toutes les références sont dans l'article dont le lien est en description. En attendant de se retrouver pour une autre vidéo, je te souhaite une bonne journée et à bientôt.